Et constatons qu'on voit bien les mouvements un peu anarchiques causés par le bruit, mais on remarque aussi que l'onde sinus semble émerger de ce bruit. Nous pouvons percevoir le mouvement fluide de l'onde à travers ce bruit. Le bruit empêche de faire apparaître sur le tracé les marches d'escalier prévisibles provenant de la conversion. Le dithering peut aussi se voir dans le domaine de l'imagerie. C'est un peu le même principe, autrement dit, on traite l'image avec un bruit visuel afin de masquer les problèmes de dégradé lors d'une conversion d'une bonne qualité à une qualité moindre. Par exemple, tiré de l'article consacré au dithering sur Wikipédia, voici une image de chat en bonne qualité. Si cette image est exportée avec une qualité moindre, ici le format WebSafe, sans dithering, on voit que les subtilités du dégradé sont perdues. On remarque qu'on a un dégradé par saut, un peu comme nous avions notre sinus en escalier par saut aussi. Maintenant, la même image de départ, exportée toujours en qualité moindre, mais avec cette fois un dithering d'appliqué. Nous obtenons ceci. Une image certes pixelisée par le bruit visuel, mais une image où ce bruit ajouté par le dithering permet de masquer les erreurs de dégradé, un peu comme le dithering audio permet de masquer les erreurs de quantification sur les niveaux faibles du signal audio. Mais revenons à nos moutons. Pardon, je veux dire à nos sinus. Sur cette autre session Cubase, nous retrouvons toujours les mêmes queues de sinus en fade-out de faible amplitude, mais ici j'ai tout simplement procédé à un fade-in compensatoire pour faire en sorte que la totalité de ce passage soit à peu près égale tout au long de chaque onde. Sur l'onde ici, plus on voyage vers la droite, plus on descend en amplitude. Si l'onde ici semble constamment au même niveau approximatif, c'est parce que j'ai a posteriori procédé à un ajustement compensatoire en fade-in pour contrecarrer le fade-out de l'onde. De cette manière, nous entendrons davantage l'effet malheureux de la conversion et l'effet bénéfique du dithering. Écoutons l'onde bleue comme référence, qui est toujours notre onde en 32 bits. Maintenant, l'onde orange, qui, on le rappelle, est l'onde convertie en 16 bits sans dithering. Écoutons. On réentend bien particulièrement vers la fin les effets de cette conversion. Maintenant, allons finalement écouter l'onde verte et portons attention à ce bruit provenant du dithering qui masque les erreurs de quantification. Écoutons. Sur cette prochaine photo, nous voyons bien côte à côte les trois ondes. Ici, il s'agit d'un moment assez faible en amplitude, bref, assez faible pour faire apparaître la distorsion de la courbe sinus en marche d'escalier. À gauche, on voit la sinus bien quantifiée en 32 bits. Au centre, la sinus exportée en 16 bits sans dithering. On remarque une perte dans la fluidité du tracé. Et finalement, à droite, la même onde exportée en 16 bits, cette fois avec dithering. On remarque bien qu'à travers le bruit, la rondeur de l'onde sinus semble émerger. L'image suivante, sur laquelle j'ai ajouté ici un renforcement de la courbe sinus déduite à travers ce bruit, montre bien que le dithering permet de masquer ce tracé en marche d'escalier. Écoutons trois exemples faits avec ma voix maintenant. Tous les trois exemples ont été travaillés et exportés à des amplitudes très faibles et récompensés ensuite afin que cela soit pleinement manifeste. Le premier est celui enregistré et exporté en 24 bits. Écoutons. Test. On entend la queue de réverbération qui reste pure. Le second est le même, exporté en 16 bits sans
dithering, écoutons. Test. On entend bien les erreurs de quantification, particulièrement dans la queue de réverbération. Et le troisième, qui est l'extrait de 24 bits exporté en 16 bits, mais cette fois avec dithering. Écoutons. Test. Les artefacts sonores curieux sont maintenant masqués par le bruit du dithering. À ce stade-ci, il est important de rappeler que les exemples entendus dans ce tutoriel ont tous été récompensés en volume afin de bien faire entendre les effets de la conversion et du dithering. Il faut garder en tête que ces problèmes se font naturellement entendre sur les niveaux très très faibles du signal, souvent si faibles qu'il vous sera probablement impossible d'entendre ces erreurs de quantification et d'entendre l'apport bénéfique du dithering. Pour entendre tout ça, il faut avoir de très bonnes oreilles, un très bon système d'écoute, un environnement très silencieux et il faut écouter la musique avec un assez fort volume de sortie sur l'amplificateur. Quel est l'intérêt du dithering dans la mesure où on peut tout à fait exporter en point wave avec une profondeur de 24, voire de 32 et même de 64 bits? Eh bien, je crois que tant et aussi longtemps que le CD tel qu'on le connaît présentement existera, le dithering aura une fonction audio numérique importante à jouer. Pourquoi? Tout simplement parce que le CD possède une profondeur de 16 bits et que toute musique gravée sur CD doit avoir une profondeur de 16 bits. Maintenant, quand procède-t-on au dithering? De manière générale, cette opération survient à la dernière étape du mastering, ou encore à chaque fois qu'il faut passer d'une profondeur de bits donnée à une profondeur moindre. Supposons que vous enregistrez vos prises en 24 bits, vous faites votre mixage en 32 bits à virgule flottante en interne dans vos logiciels. Lorsque vous exportez votre mixage en vue d'un mastering ensuite, il est bien vu de l'exporter avec la résolution utilisée sur le projet du mixage, couramment 32 bits à virgule flottante sur Cubase par exemple. Ensuite, vous faites votre mastering en utilisant une résolution interne toujours à 32 bits à virgule flottante. Vous faites vos derniers ajustements et lorsque vous êtes satisfait et que vous voulez graver votre musique sur CD, c'est seulement là où vous devez, à l'exportation, appliquer un dithering. À quoi bon enregistrer, mixer et masteriser avec une grande profondeur de bits s'il faut tout ramener ça en 16 bits à la fin? Eh bien, il faut savoir que les traitements logiciels auront une meilleure qualité en utilisant une grande profondeur de bits durant la phase de travail sur le mixage et sur le mastering. Les reverbs, particulièrement, auront un meilleur rendu, par exemple. Il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté et faire le mixage en 32 bits, d'exporter en 32 bits, faire le mastering en 32 bits et finalement, à la toute fin, exporter en 16 bits pour la compatibilité CD en n'oubliant pas d'appliquer un dithering sur la dernière tranche des effets master de votre mastering. Une fois le dithering appliqué, on ne doit plus retoucher à l'onde. S'il faut y retoucher, alors il faut revenir en amont dans les étapes et réexporter l'onde en 16 bits avec dithering ensuite. Mais si vous avez l'opportunité de diffuser votre musique en 24 ou 32 bits par un médium acceptant ces profondeurs plus hautes, par exemple en streaming de haut débit sur le web, ne vous gênez pas, faites-le. Où trouve-t-on les modules de dithering? La plupart des séquenceurs fournissent tous un module de dithering. Par exemple, ici sur Cubase, on retrouve le Apogee UV22 High Resolution qui permet de générer un dithering même pour la requantification vers le 8 bits. Ou encore, par exemple, sur bon nombre de plugins de la société Waves, comme le L2, vous retrouverez un module de dithering. Sur le limiteur de Sonox aussi, par exemple, comme d'ailleurs sur la plupart des limiteurs. Sur le logiciel Reason, de même que sur le séquenceur Reaper, une option de dithering peut être cochée à l'exportation. Les différences entre les différents modèles se font sentir surtout au niveau des fréquences choisies pour représenter le bruit. Certains dithers peuvent sonner plus haut en fréquence que d'autres, ou encore certains peuvent couvrir une plage fréquentielle plus ou moins large avec plus ou moins de différence au niveau de l'amplitude. Sur cette image,
Nous voyons à gauche un sonogramme montrant un signal sonore limité à 4 kHz. Au centre, la zone mauve, couvrant les fréquences entre 19 et 22 kHz dans le haut, fait bien ressortir la présence du dithering provenant du UV22HR de Cubase. À droite, il s'agit du dithering provenant du L2 de Waves. Le dithering du L2, comme on le voit, se fait entendre sur une plus large bande fréquentielle, entre 15 et 22 kHz. Cependant, la densité de la couleur mauve, ici plus terne, nous indique que l'amplitude du bruit ajouté est moins forte que l'amplitude du bruit du dithering provenant du UV22HR de Cubase. En espérant que ce petit exposé vulgarisé vous aura permis d'y voir et d'y entendre plus clair concernant ce sujet un peu rébarbatif et souvent obscur, sujet qui finalement n'aura peut-être plus lieu d'être dans quelques années, du moins à partir du moment où le 16 bits perdra son statut de standard CD, qui sera peut-être abandonné au profit des profondeurs de bits plus grandes comme le 32 et pourquoi pas voire même le 64 bits quand les humains auront des oreilles super bioniques de chauve-souris plus grosses que leur cerveau. Mais bon, c'est sans doute pas pour demain matin tout ça. Mais sait-on jamais, gardons les oreilles ouvertes.